Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Au programme de cette semaine, quelle opposition crédible pour battre Emmanuel Macron ? Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Frédéric Poisson. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes président du Parti chrétien-démocrate, ancien député Les Républicains des Yvelines, vous siégiez donc avec les Républicains. Aujourd'hui, on a vu une liste du Rassemblement national avec Jordan Bardella, une liste des Républicains avec François-Xavier Bellamy, une liste des Amoureux de la France avec Nicolas Dupont-Aignan, deux listes de pro-Frexit avec François Asselineau et Florian Philippot. Finalement, on peut rassembler tout cela en une grande famille de patriotes souverainistes. Finalement, les familles s'enchaînent, se ressemblent comme toujours, et l'union ne parvient pas à se faire. Non, parce que d'abord, ils ne sont pas tous souverainistes dans le panel que vous avez décrit. Je pense que les Républicains ne le sont pas vraiment. Et la preuve qu'ils ne le sont pas vraiment, c'est qu'ils s'apprêtent à siéger à nouveau au sein du groupe du Parti populaire européen. Comme Viktor Orban au Parlement européen, oui, mais à la différence que Viktor Orban, qui ne siégera plus, là, visiblement pour le coup, dans le prochain mandat, porte, lui, un projet qui est clairement enraciné dans un socle conservateur et qui est souverainiste parce qu'il est conservateur. Le Front National est souverainiste sans être conservateur, Monsieur Dupont-Aignan est souverainiste sans être conservateur, les autres aussi, et c'est ce qui leur manque. Ce qui fait la trame commune de tous ces gens qui gagnent des élections en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe de l'Est, en Europe centrale, ou ceux qui font de bons résultats en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas et ailleurs, leur point commun, c'est qu'ils sont souverainistes parce qu'ils sont conservateurs. C'est-à-dire que c'est leur conception de l'homme qui veut que l'homme vit dans une nation qui est une communauté naturelle, et parce que c'est une communauté naturelle, il faut la défendre. Donc, leur souverainisme à eux s'enracine dans une vision conservatrice de la cité de la personne humaine. Ça n'est pas le cas des responsables politiques français. Et c'est la raison pour laquelle on s'écharpe sur une doctrine de l'État, sur la manière dont finalement l'organisation politique pourrait malgré tout respecter l'autorité des nations, mais sur du vide. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas d'enracinement, il n'y a pas tout ça. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de vraie opposition à Emmanuel Macron sous ce rapport. Et deuxièmement, je pense que personne n'a encore parfaitement compris ce que veut dire le résultat du second tour de l'élection présidentielle de 2017, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un mouvement de rassemblement et d'union des droites, alors je dis union des droites pour dire quelque chose, mais j'espère que ça ira bien au-delà, il faut que ça aille au-delà de toute façon, eh bien nous aurons en 2022 le remake, comme on dit en français, du second tour de l'élection présidentielle de 2017. Alors, vous avez parlé d'un socle conservateur. Selon vous, quels seraient les critères, quels seraient les impératifs de ce socle conservateur ? Le respect de la vie humaine, la politique familiale comme centre des politiques publiques. Centre des politiques publiques, ça veut dire qu'il y a la politique familiale dans son aspect redistributif, mais il y a aussi la prise en compte des impératifs familiaux quand vous légiférez sur le travail, sur les transports, sur l'école, c'est ça, c'est la transversalité de la famille reconnue à tous les échelons et dans tous les domaines de la vie publique et de la vie politique. Et puis une vision de la dignité humaine qui n'est pas soluble ni dans l'autorité des marchés, ni dans l'expansion de l'islam, ni dans la marchandisation de toutes choses comme la PMA pour tous et les mères porteuses nous y entraînent. C'est ça, un socle conservateur, avec un attachement particulier au patrimoine culturel de chaque nation. Je pense que sur ces différents aspects-là, qui sont cohérents, c'est-à-dire qui sont indissociables les uns des autres. C'est un tout, vous ne pouvez pas en prendre une partie et rejeter l'autre. C'est tout le problème, à la fois des Républicains, de Debout la France et du Rassemblement national. Alors, après la présidentielle de 2017 que vous venez d'évoquer, une nouvelle initiative est née sous la houlette de Nicolas Dupont-Aignan. C'est la plateforme des Amoureux de la France, une plateforme que vous avez rejointe assez rapidement. Que nous avons cofondée. C'est pas que vous avez cofondée. Nous l'avons fondée ensemble. Et la semaine dernière, Nicolas Dupont-Aignan a présenté les listes des Amoureux de la France, une liste sur laquelle vous ne figurez pas. Avant de vous donner la parole, je vous propose de regarder les réactions sur les réseaux sociaux. La place de numéro 3 de Jean-Frédéric Poisson était justifiée, il me semble. Il a été un des cofondateurs des Amoureux de la France. Ça fait 1 an qu'il travaille avec DLF, NDA et le pire des traîtres. DLF, c'est fini. En choisissant un menu sans poisson pour les Amoureux de la France, Dupont-Aignan s'assure de belles arêtes en travers de la gorge.
Jean-Frédéric Poisson serait encore sur la liste des amoureux de la France s'il n'avait pas essayé de trahir ses alliés. La liste formée contient des personnalités intègres qui viennent de LR, du RN, du MPF et de partout à droite. Malgré les tentatives de calomnie, NDA reste le plus sérieux. Pas de Poisson qui nage en eau trouble avec DLF, NDA ne sort pas de la ligne qu'il s'est fixée, lui au moins. Ce Dupont-Aignan n'a aucune parole, mais un ego surdimensionné. Il préfère une démarche isolée plutôt que le rassemblement, seul capable de peser. Que de temps perdu. Courage à Jean-Frédéric Poisson. L'éviction de Jean-Frédéric Poisson est regrettable, mais elle s'explique par l'attitude inqualifiable de ce dernier. NDA veut rassembler, mais pas à n'importe quel prix et à condition que son autorité soit respectée. Jean-Frédéric Poisson le conteste, il en paye le prix. De toute façon, quand on sait que pour NDA, le mariage pour tous est un débat clos, alors que pas pour Poisson, il y a forcément un moment où ça aurait craqué. En même temps, le Poisson ne vaut rien sur le marché électoral, à part se taper les caricatures médiatiques du cateau anti-IVG. NDA a bien fait. Alors on l'a vu, c'est à chaque fois des réactions très tranchées de part et d'autre finalement. Comment vous, de votre point de vue, Jean-Frédéric Poisson, vous expliquez votre éviction finalement de cette liste, puisqu'il semble que dans un premier temps, une place vous revenait et c'était acquis. Ah bah c'était acquis, et elle a même été acquise devant témoin dès le mois de juin 2018. L'accord m'a été confirmé par Nicolas Dupont-Aignan lui-même par SMS 2 fois sur ma présence en 5e position de cette liste jusqu'à une semaine avant la tenue de la conférence de presse. Donc la 5e. La 5e, oui, la 5e. La 3e dans un premier temps, puis là, nous avons accepté la 5e pour faciliter les choses et faire en sorte que, effectivement, cette logique de rassemblement puisse être présente et s'affirmer en tant que telle. Que voulez-vous que je vous dise ? Il y a là un homme qui est incapable de tenir un engagement, qui ne sait pas ce que c'est que le respect de la parole donnée, qui ne comprend pas que, le rassemblement, c'est autre chose que la capacité de rassembler debout la France, ce qui, sans doute, a un intérêt, mais qui n'est absolument pas l'objectif initial des amoureux de la France, qui voulait être une plateforme. C'est un peu dur ce que vous dites, parce que finalement, la 5e place est revenue à Bruno Nort, qui est du CNIP, qui ne vient pas de Debout la France. C'est un peu dur, mais c'est l'exception qui confirme la règle, d'une certaine façon. Marie-Jo Zimmermann, LR. Elle a démissionné. Et elle rejoint Debout la France ces jours-ci. Enfin, tout ça fait partie de la même, finalement, du même mouvement. C'est un peu dur parce que je pense qu'on rate une occasion historique, une fois encore. Et elle était historique, celle-ci. Je pense que c'est pour de mauvais motifs. Les accusations qui sont portées contre nous sont du mensonge organisé comme à la plus belle époque de l'Union soviétique, on savait le faire, c'est-à-dire le Kremlin donnait à la Pravda un certain nombre de noms de personnages supposés dissidents, la Pravda les publiait, et le lendemain, le Kremlin arrêtait des dissidents en expliquant que leur nom était dans la Pravda. Alors qu'on comprenne bien pour les téléspectateurs ce qu'on vous a reproché. Le Figaro écrit un vendredi matin, dans l'entourage de Nicolas Dupont-Aignan, on dit que M. Poisson veut monter une liste. Et le lendemain, Nicolas Dupont-Aignan me dit... Dissidente, une liste dissidente. Et le lendemain, Nicolas Dupont-Aignan me dit, tu veux monter une liste, la preuve, c'est dans le Figaro. Donc, il y a un moment, il faut arrêter de prendre des ans pour dire... Mais vous avez les preuves que c'est les proches de Nicolas Dupont-Aignan qui l'ont dit au Figaro ? Le Figaro le dit. C'est le journaliste du Figaro qui l'écrit, c'est pas moi qui le dis. Donc, moi, j'ai jamais eu l'intention de monter de liste dissidente. J'avais un accord politique. Je suis un homme de parole, loyal. Je crois que c'est la réputation que j'ai, elle n'a jamais été prise en défaut. On nous a évacués parce que dans l'entourage de Dupont-Aignan et Dupont-Aignan lui-même, on n'aime pas les chrétiens. On n'a pas supporté... Alors ça, c'est ce que vous avez dit à l'Incorrect. C'est un peu surprenant comme déclaration. Non, c'est la vérité. On n'a pas supporté notre participation à la Marche pour la vie en janvier. Ça nous a été reproché directement et par les équipes de Nicolas Dupont-Aignan et par Nicolas Dupont-Aignan lui-même à votre serviteur. Donc voilà, Monsieur Dupont-Aignan ne supporte pas l'idée que dans un rassemblement, il peut y avoir des gens différents, que ces gens différents... On voit au chapitre, je n'ai jamais considéré que j'étais un rallié à Debout la France, nous étions partenaires, ce partenariat, je pense qu'au fond, on n'en voulait pas chez Debout la France. Tout le reste, après, c'est la propagande interne de Debout la France qui se propage dans les noms des tweetos que vous avez, dont vous avez diffusé les tweets à l'instant sur l'écran. Il y a au moins une personne qui est salariée de Nicolas Dupont-Aignan pour répondre sur Twitter, donc il fait son job de propagandiste, je ne lui en veux pas. Au-delà, ce qui est grave, c'est que nous avions là une occasion de perturber l'équilibre des forces politiques, entre guillemets, qui est perdant. Et que nous allons retrouver, si les choses restent en l'état en 2022, pour le résultat absolument identique à celui de 2017, c'est-à-dire que M. Macron sera réélu. C'est ce que nous voulions empêcher en impulsant un mouvement d'union des droites, en démontrant que le rassemblement était possible, malgré les différences de culture,
malgré les différences de conviction parfois, malgré les différences d'habitude de travail sur le plan politique, rassembler tout cela, ça avait du sens. M. Dupont-Aignan a trouvé de faux motifs, absolument mensongers et calomnieux à mon encontre pour renoncer à cette alliance, à laquelle je crois en fait il avait renoncé depuis longtemps. Donc voilà, nous en sommes là aujourd'hui. C'est extrêmement dommageable, mais écoutez, les électeurs trancheront de toute façon. Alors pour donner la parole tout de même aux amoureux de la France, Martial Bild dans Bistro Libertaire recevait Benjamin Cauchy, un gilet jaune de Toulouse qui a rejoint la liste des amoureux de la France. Il figure en 9e place pour les élections européennes. Je vous propose de l'écouter et revient justement sur cette affaire. Nous avons eu vent par la presse de son souhait de pouvoir monter une liste en parallèle. Et donc clairement, et c'est dans le Figaro, le journaliste Charles Sapin qui a relaté ça dans le Figaro, clairement... Ce que Jean-Frédéric Poisson a nié. Bien sûr, enfin après je pense que Charles Sapin est un journaliste qui est pour le coup plutôt correct. Je pense que s'il annonce des choses, c'est qu'il a des preuves. Sinon, j'invite M. Poisson à mettre en diffamation M. Sapin et le Figaro et l'affaire est close. Okay, quoi qu'il en soit, quand il y a un problème de confiance, dans une équipe, on ne peut pas avancer. Et l'objectif du collectif de la liste de Nicolas Dupont-Aignan était de se dire, si on ne peut pas se faire confiance entre nous-mêmes, comment pouvons-nous donner confiance aux Français pour qu'ils votent pour nous ? Une rupture de confiance, finalement. Oui, mais c'est une excellente conclusion. J'ai découvert, moi, que M. Dupont-Aignan n'était pas un homme de confiance, donc je pense qu'il aura du mal à gagner la confiance des Français. Je laisse M. Cauchy à ses élucubrations. Il est arrivé dans le dispositif des amoureux de la France il y a 15 jours. Il ignore tout de ce qui précède, il n'a pas vécu cette histoire, donc voilà, je le laisse. Moi, je maintiens ce que j'ai dit. Jamais je n'ai voulu monter de liste parallèle. Ceux qui disent qu'ils ont des preuves matérielles, ils mentent. En plus, pardonnez-moi, ils me prennent pour un imbécile. Est-ce que vous imaginez que j'aurais écrit quoi que ce soit, signé quoi que ce soit, publié quoi que ce soit dans ce sens, alors même que j'étais en train, de travailler, enfin, franchement, ça n'a aucun sens. Donc tout ça est un mauvais procès, on a voulu noyer le poisson, mais on ne noie pas les poissons si facilement que ça. Donc, j'ai pas de zone d'ombre dans ma conscience et dans la conscience de mes amis sur ce sujet. Nous avons été loyaux depuis le début. Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour vendre les amoureux de la France, ce qu'on n'a pas fait à Debout la France pour le coup. Tant pis, ça s'arrête là. Écoutez, c'est comme les fiançailles, si ça doit rompre, ça rompt avant le mariage. C'est un vrai soulagement, pour nous tous en tout cas. Et effectivement, je préfère finalement n'avoir pas grand-chose à faire, ni avec ce genre de méthode, ni avec ce genre de personnage. Alors on ferme ce volet, finalement, le volet bonne idée. Des amoureux de la France. On va en ouvrir un second avec Thierry Mariani, qui était député Les Républicains, qui a été ministre de Sarkozy, ancien LR donc, qui a rejoint la liste du Rassemblement National pour participer aux élections européennes. Est-ce que finalement vous n'auriez pas pu faire la même chose ? Non, parce que pour un certain nombre de raisons. D'abord, il n'y avait pas de la part du Rassemblement National une volonté de ce grand rassemblement que j'ai porté, que nous avons essayé de porter dans le cadre des Amoureux de la France et dont je continue à penser qu'elle est la seule solution pour sortir du piège que tend Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat. Deuxièmement... Pourtant, si on reprend la liste, l'appareil du Rassemblement National, aujourd'hui on voit qu'il y a des députés, des anciens de chez LR, on pense à Thierry Mariani évidemment, mais également à Jean-Paul Garot, on pense à Laurent Jacobelli aussi, qui est dans la direction du Rassemblement National, qui vient de chez Nicolas Dupont-Aignan. On peut se dire que c'est aussi une plateforme de rassemblement. En tout cas, écoutez, j'ai jamais senti qu'au Rassemblement National, il y avait cette volonté en ce qui nous concerne, premièrement. Je n'ai pas reçu de sollicitation particulière dans ce sens. Deuxièmement et troisièmement, je pense que, encore une fois, si un rassemblement doit se faire, il ne peut pas se faire sous la forme d'un ensemble de ralliements. Moi, je parle d'une coopération. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire on va tous rejoindre le même endroit, le même parti pour que le parti soit plus fort. Non, ça ne peut pas être ça. J'avais déjà dit sur ce plateau, dans une autre émission, enfin sur cette télévision, sur cette antenne, qu'il faut absolument apprivoiser la mécanique ou la logique d'un programme commun. Un programme commun, qu'est-ce que c'est ? C'est la réunion autour de la même table, autour d'un document partagé et coécrit, à plusieurs mains, d'un projet de redressement pour le pays. D'une certaine manière, dans une logique de programme commun, c'est comme dans une convention collective. Tous les signataires sont à égalité autour de la table. Pour l'instant, on ne sait pas qui doit être le chef, qui doit tirer l'opération, ça vient après. Si nous n'arrivons pas à faire ça,
Et si nous n'arrivons pas à nous dire, écoutez, au moins le temps qu'on écrit, nous sommes tous à parité les uns avec les autres, et ensuite on rentrera dans la mécanique de désignation du chef. Si nous ne sommes pas capables d'assumer ce temps-là, alors je pense que M. Macron et ses amis sont au pouvoir pendant encore un moment. Parce que ce que vous êtes en train de nous expliquer, en fait, c'est qu'il faut en finir avec les querelles d'ego. En finir avec le querelle d'ego, c'est difficil parce que accepter que tout le monde se mette à la même position. C'est un peu consubstantiel de la condition humaine, la question de l'ego. Non, je ne suis pas aussi exigeant que ça, parce que je pense que c'est une demande qui est trop difficile à satisfaire, mais c'est au moins l'idée de se dire, quand il s'agit d'écrire ce qu'on veut, et d'identifier ce que tous ceux qui sont attachés à la France ont en commun, ce qu'ils sont prêts à faire en commun, pas simplement l'inventaire de tout ce que tout le monde pense, non. Bien sûr. Le socle commun qui permet à tout le monde de se retrouver dans un projet de redressement. Si on ne fait pas cet exercice, alors on ne sortira pas, encore une fois, de la mise en scène qu'est en train de préparer Emmanuel Macron pour 2022, c'est-à-dire son opposition avec Marine Le Pen, qu'il est absolument certain de remporter à tous les coups. C'est peut-être détestable, on peut s'en plaindre ou s'en féliciter, le scénario est écrit d'avance. Donc il faut sortir de ça, comment on en sort le programme commun, comment fait-on un programme commun, on se réunit tous au même endroit, on prend sa plume, on écrit et on signe. Et puis après, on trouve le moyen de faire naître concrètement ce qu'on a signé juste auparavant. Finalement, on a un peu l'impression, Jean-Frédéric Poisson, que vous mettez entre guillemets la charrue avant les bœufs, que là vous vous projetez déjà pour la prochaine présidentielle. Or là, on est quand même en campagne pour les européennes. Mais enfin, quand je parle du Rassemblement national, c'est la possibilité d'envoyer plus d'une vingtaine d'eurodéputés au Parlement européen. Il y a un élan souverainiste, un élan patriote au sein du Parlement européen. On pense à Matteo Salvini, bien entendu, que Marine Le Pen a rencontré vendredi. On pense à cette grande union des souverainistes au sein du Parlement européen. Est-ce que finalement, ce n'est pas déjà le préalable avant de penser pour la présidentielle de 2022 ? Non, parce que d'abord, il faut prendre en compte le calendrier qui est fixé par le chef de l'État. Le calendrier fixé par le chef de l'État, c'est celui de la présidentielle. Les européennes sont une étape dans son calendrier à lui. Donc, alors, moi, mais lui est au pouvoir. Oui, ça d'accord, mais ça veut dire que si on veut le combattre lui, il faut le combattre aussi. Il a le privilège de pouvoir choisir son calendrier et sa méthode. D'une certaine manière, il faut accepter que ce choix nous échappe, mais enfin, il nous est imposé. Donc je le prends en compte, premièrement. Deuxièmement, je connais l'adage, un scrutin après l'autre. Je suis tout à fait familier de ce genre de vision et de conception du calendrier électoral. Et je vois bien qu'au Parlement européen, il peut se passer des tas de choses, mais qui n'auront qu'un impact assez limité, en fait, sur la vie nationale, sinon que les acteurs du Parlement européen, ceux qui travailleront en tout cas pour de vrai, pourront espérer exercer une influence sur le débat public interne. Mais le débat public interne restera, que le Parlement européen soit coloré de manière souverainiste ou pas, il restera, ma foi, pour l'instant, entre les mains. Il aura comme acteurs principaux ceux qui sont déjà sur la scène et qui se profilent pour 2022, sauf si quelqu'un d'autre déboule, on ne sait pas où. Il ne s'agit pas de mettre la charrue avant les bœufs. Il s'agit de modifier la culture profonde de la droite française, qui repose sur le fait que le programme étant acquis d'avance, le seul problème, c'est de choisir le chef. Eh bien, je ne crois pas que ça soit vrai. Le problème de la droite française, c'est justement d'imaginer un discours qui soit commun. Ça, depuis la fracture de 83 et la naissance, du Front National et son essor, ça n'a plus jamais été fait. Ça n'a plus jamais été fait. Donc oui, il s'agit de rompre avec une tradition historique, en ce sens peut-être, non pas mettre la charrue avant les bœufs, mais changer la façon dont on fait l'attelage par rapport aux habitudes que nous avons, et se dire qu'effectivement, la méthode par laquelle tout le monde pourrait passer, qui ne coûte rien politiquement à personne, sinon un papier ou deux dans la presse de gauche qui dira c'est scandaleux, ils se parlent, ils écrivent ensemble, ce qui serait évidemment un crime. Je ne vois pas d'obstacle particulier à ce que cet exercice se fasse. Sauf si un certain nombre de participants potentiels considéreraient que le simple fait de participer vaudrait une forme de caution d'avance et l'empêcherait de courir ses chances, etc. Mais je crois qu'on n'en est plus là. Il y a un moment où il faut se rendre compte du danger qui menace l'Europe et la France, qui est un danger de dissolution progressive accélérée, qui s'est accélérée dans les derniers temps. Alors on a parlé de la plateforme des amoureux de la France, on a parlé du Rassemblement national, reste à parler évidemment des Républicains, votre famille politique d'origine, j'allais dire, là avec qui vous avez siégé.
On a vu que ce qui vous animait tout particulièrement, ce sont les valeurs pro-famille. Vous avez encore répété tout à l'heure que vous aviez participé à la Marche pour la vie. Vous êtes un des fervents orateurs de la Manif pour tous également. On se dit, François-Xavier Bellamy à la tête de la liste pour les Républicains, c'était impensable il y a un an. Finalement, pourquoi ne pas rentrer dans le giron des LR ? Parce que j'ai, au-delà des choses que nous pouvons partager, François-Xavier Bellamy et moi-même, nous sommes philosophes tous les deux, nous sommes défenseurs d'un socle de conviction qui est assez identique. Au-delà de ça, il y a le projet politique qui est porté par les Républicains. Et la distorsion qu'il y a entre ce qui est dit dans le débat public français et ce qui va se passer au Parlement européen à partir du mois de juin prochain, qui s'est passé d'ailleurs depuis 40 ans. Ne serait-ce que l'élection du président de la Commission européenne. Les Républicains soutiendront le candidat du Parti populaire européen. Si le Parti populaire européen est assez puissant pour désigner tout seul, d'une certaine façon, son candidat, ce sera Manfred Weber, l'Allemand de la CDU, dont le parti demande instamment à la France de partager avec l'Allemagne le siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous avouerez que c'est une conception un peu particulière de la souveraineté tout de même. Cet homme sera soutenu par les Républicains, donc par M. Bellamy. Et si le PPE n'était pas suffisamment puissant pour imposer son candidat, il faudrait passer un accord politique. Il le ferait alors avec le groupe des libéraux. Le groupe dans lequel les députés de La République En Marche vont aller siéger et dont M. Macron travaille pour qu'il soit beaucoup plus puissant dans la prochaine législature qu'il n'est pour le moment. Qui sera le candidat de l'alliance entre les PPE et les libéraux ? Michel Barnier. C'est-à-dire l'assurance vie du système européen tel qu'il fonctionne et tel que je le combats et que nous le combattons depuis que j'ai commencé à faire de la politique et certains l'ont fait avant moi. Donc, entre ce que dit dans le débat public M. Bellamy comme tête de liste à titre personnel, je ne suis pas sûr que ce qu'il dit d'ailleurs à titre personnel soit complètement partagé par l'intégralité des personnes qui sont derrière lui sur cette liste. C'est une liste de rassemblement aussi. On a vu des anciens proches de Nathalie Kosciusko-Morizet, mais également Nadine Morano, Brice Hortefeux, qui eux se sont prononcés en soutenant Viktor Orban au moment du rapport Sargentini, par exemple. Oui, c'est une des rares occasions dans lesquelles il y a une cohérence entre le discours qui est tenu par tête de liste et les votes des eurodéputés européens sortants dans les mandatures précédentes, parce que vous verrez qu'ils ont voté pour la reprise des négociations du TAFTA, ils ont voté les sanctions contre la Pologne. Beaucoup d'entre eux avaient voté les sanctions contre la Hongrie, la majorité d'entre eux en tout cas. Bref, il y a cette distorsion. Et moi, je ne veux pas aller... J'accepte volontiers qu'il y ait dans les personnes avec lesquelles je travaille sur le plan politique des différences d'appréciation, voire de conviction. C'est la règle. Et toute la difficulté de la vie politique, c'est de travailler à des objectifs communs sans renoncer à ce qu'on porte et sans l'esquinter de trop, de sorte que ça soit encore supportable. C'est le niveau minimum de coopération. Mais pas qu'il y ait des distorsions sur l'objectif qu'on poursuit. Je ne suis pas d'accord pour que, ce soit ni M. Weber ni M. Barnier qui président la Commission européenne. Je ne suis pas d'accord, je ne considère pas que le PPE soit porteur d'un projet européen qui est compatible avec celui que j'ai l'honneur de défendre. Donc cette distorsion de principe rend impossible, par souci de cohérence tout simplement, la participation à une liste des Républicains. Voilà. Alors, on a vu dans le lancement de campagne des Républicains, justement, qu'ils parlaient d'une troisième voie. Ce que je vous propose, c'est de regarder ce que disaient Laurent Wauquiez et François-Xavier Bellamy. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, pour ou contre l'Europe, la même alternative stérile, les deux mêmes impasses qui interdisent l'une comme l'autre d'apporter les vraies réponses. Aujourd'hui, on a dévoilé un projet pour l'élection européenne, c'est un projet clair et cohérent. Et je crois que ce qui compte maintenant pour nous, c'est d'aller convaincre les Français qu'il y a une alternative à ce match stérile entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors blanc-bonnet et bonnet blanc, en fait. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, pour les Républicains, c'est pareil ? Je pense que les Républicains, c'est blanc-bonnet, bonnet blanc par rapport au fonctionnement actuel de l'Europe. Qu'est-ce qui pose problème ? Ça n'est pas, l'émergence ou la difficulté de faire émerger dans l'espace public français un nouveau discours sur l'Europe. C'est pas ça la question. Est-ce qu'on est capable de changer le mode de fonctionnement des institutions européennes pour refaire une politique qui serve l'intérêt des nations et des peuples ? C'est ça la question. Ceux qui répondent oui, on est capable de le changer, je fais partie de ceux-là. Les Républicains disent il faudrait changer, mais ils s'apprêtent à soutenir au Parlement européen des gens qui ne le changeront pas. Et même ceux qui sont responsables pour une très grosse partie
de l'état de difficulté, de crise profonde dans laquelle se trouvent aujourd'hui les institutions. Donc je le redis, il y a une distorsion terrible entre ce qui est dit et ce qui est affiché, et ce qui s'apprête à être fait. Lorsque M. Bellamy dit qu'il est plus proche de M. Juncker que de M. Orban, et il l'a effectivement dit, même malgré ses délégations, tout est dit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. La conception européenne portée par les Républicains aujourd'hui est extrêmement proche de celle de M. Macron, pour ne pas dire que c'est la même. À l'exception de la souveraineté européenne, sur laquelle il faudrait, malgré tout, se renseigner un peu plus précisément. Mais il parle de la même chose. Donc il n'y a pas de troisième voie. La position des Républicains, c'est, eh bien, en France, on n'est pas d'accord avec l'Europe d'Emmanuel Macron, mais à Bruxelles, on sera d'accord avec l'Europe d'Emmanuel Macron parce qu'on l'a toujours été. Donc je ne vois pas d'émergence de troisième voie en dehors du discours, et encore dans cette position des Républicains. Alors, on a parlé de Viktor Orban à plusieurs reprises dans cette émission. Ça tombe bien, la semaine dernière, dans le Samedi Politique, c'était Éric Zemmour qui était à l'honneur avec nos confrères du Visegrad Post qui l'interrogeaient lors d'un colloque sur l'immigration. Je vous propose de regarder quelques-unes de ses déclarations. Nous devrions nous allier aujourd'hui à ce bloc-là, nous les Français, pour garder une certaine conception de l'Europe, de l'identité européenne, qui est avant tout chrétienne et gréco-romaine. Si l'Europe n'est plus le continent de l'homme blanc chrétien et gréco-romain, même s'il peut y avoir des minorités, mais il faut qu'elles restent des minorités, si ce n'est plus ce continent-là, ce n'est plus l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations ? Je suis intégralement d'accord avec ça. Je pense qu'il y a un risque de dissolution de l'Europe sous l'effet de deux très gros mouvements qui l'écrasent en réalité. L'un est celui de la marchandisation et de la domination du commerce, qui va jusqu'à détruire la cellule familiale par le biais de l'articulation mariage pour tous, PMA pour tous, mère porteuse. J'ai eu l'occasion de dénoncer ça des dizaines de fois dans le débat il y a 4-5 ans. Donc la domination de l'argent contre la personne humaine. Et la deuxième, c'est l'expansion de l'islam, qui est radicalement contraire, pour d'autres raisons, à notre conception de la personne humaine, de la liberté individuelle, de la protection de la dignité personnelle, et ainsi de suite. Un effet d'étau, d'écrasement, est en train de se produire sur l'Europe. La seule façon d'y résister, effectivement, je partage parfaitement ce que dit mon ami Éric Zemmour, c'est de trouver les alliances politiques qui nous permettent de le dire, de mettre en œuvre cette résistance et de se donner quelques chances de la faire réussir. Où est-elle ? Réponse, évidemment, dans le groupe de Visegrad, c'est-à-dire chez les Européens de l'Est, Polonais, Hongrois, Slovaques, Autrichiens, quelques Croates, mais aussi désormais un peu en Allemagne, un peu en Espagne, les Italiens bien sûr de M. Salvini et les autres, un peu aux Pays-Bas avec ce sénateur qui a été élu il y a quelques jours, en Scandinavie où les Suédois et les Danois commencent à se dire mais c'est problématique cette affaire d'immigration, vous avez raison, petit à petit tout cela émerge. Il faudrait trouver des alliances, non pas avec le PPE qui continue à se demander comment répartir les flots de migrants unilatéralement entre les pays, ce qui est une bêtise et qui est dangereux, qui devient dangereux, mais donc trouver des alliances qui sont en dehors des choses traditionnelles que la droite française a faites depuis maintenant des lustres, la création de l'Europe, en s'alliant avec ceux qui ont fait de l'Europe ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire un continent qui menace de disparaître sur le plan civilisationnel et sur le plan culturel. Donc effectivement, je partage parfaitement les orientations d'Éric Zemmour. Comment voyez-vous ces élections européennes, alors Jean-Frédéric Poisson ? Je ne vois pas grand-chose parce que je pense qu'elles n'ont pas encore commencé. En réalité, tant que les conclusions du grand débat, dont il ne devrait pas sortir grand-chose de spectaculaire de mon point de vue, ne sont pas données par le président de la République, on restera dans cette séquence. Si j'en crois d'ailleurs ce que j'ai lu dans la presse d'hier matin, le débat qui s'est déroulé avant-hier, jeudi soir sur le plateau de France 2, n'a pas non plus donné des perspectives extrêmement lumineuses à tous les Français sur ces sujets, mais encore une fois, c'était difficile et à la fois la configuration à 12 rend la chose effrayante et puis en plus la séquence dans laquelle nous sommes ne le permet pas. Donc la campagne n'a pas encore démarré. J'observe que, effectivement, nous sommes, encore dans l'attente. Et cette offre politique, de rassemblement aurait dû se trouver dans la perspective des amoureux de la France. Elle ne s'y trouve pas. Et ne se trouve pas non plus sur le plateau des offres politiques.
le message qui soit une articulation raisonnable entre le souci de conserver nos racines, notre identité, notre culture, notre socle conservateur d'un côté, et puis la volonté de défendre la souveraineté et l'indépendance de la France. Donc cette offre ne s'y trouvant pas, peut-être faut-il réfléchir à la constituer. Alors justement, c'est ma dernière question. Vous l'imaginez bien, Jean-Frédéric Poisson, est-ce que vous avez décidé de livrer cette bataille des européennes autrement ? Je livrerai de toute façon, comme je le dis depuis le début, la bagarre ou la bataille, pardon pour la synthèse, du programme commun de la droite. Même si on n'appelle pas ça comme ça n'a pas d'importance. Cette démarche partagée de rédaction d'un document de redressement de la France à terme. Je livrerai ce combat, quoi qu'il arrive, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan intellectuel, et sans doute sur ces deux plans. Vous serez candidat, Jean-Frédéric Poisson ? Je ne sais pas encore, je ne peux pas vous le dire. En tout cas, je prépare, je réfléchis activement au moment où nous parlons. Ce n'est pas exclu. À une initiative qui permettra en tout cas de donner naissance à ce projet. Et donc au moment où nous parlons, non, ça n'est pas exclu. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le petit like, le petit partage, le petit commentaire qui fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine.